Merci encore Philippe et nous allons passer à nos derniers intervenants. Ils sont deux. Monsieur Georges Deschats qui sera sur Internet. Non, Cyril Deschats. Non, pardon, Cyril Deschats, excusez-moi, qui est à Vaduz, et Jacques Touret qui vont nous parler de Georges Deschats, qui a fait partie de notre comité d'ailleurs. Je me souviens encore de ses communications ici. Pionnier de l'étude des inclusions fluides dans les minéraux. Et nous avons deux intervenants. Ils vont se succéder, je crois. Oui. Et c'est M. Cyril Deschats, peut-être pouvez-vous vous présenter, qui va premier prendre la parole. On vous a entendu déjà à Sarlat, aux ESI, lors du congrès de cet été de l'IDIGEO. On vous passe la parole. Merci encore de vous joindre à nous. Oui, merci beaucoup. Et donc, je voulais vous parler de mon père, Georges Deschats, qui fut donc un géologue et minéralogiste français, connu pour ses travaux pionniers sur les inclusions fluides. Aujourd'hui, moi, je résumerai ses collaborations internationales et son rôle dans la vulgarisation des sciences que j'ai déjà eu l'occasion de développer à différents congrès ces dernières années. Jacques Touret, qu'on peut considérer comme un de ses successeurs, parlera des inclusions vitreuses et fluides et des méthodes mises au point par Georges Deschats qui sont à l'origine d'une voie de recherche très fructueuse poursuivie jusqu'à aujourd'hui. La présentation que je vais faire, certaines vues vont passer très vite car ce sont des vues qui sont du ressort de Jacques Touret, sur lesquelles j'en pourrais revenir, donc je ne vais pas m'attarder dessus. Dès les années 1950, à l'ombre de la guerre froide, Georges Deschats réussit à promouvoir la coopération entre les inclusionnistes à l'échelon international. Il fut le pivot de la COFI, C-O-F-F-I, en anglais Commission on Ore Forming Fluids in Inclusion, c'est-à-dire la commission des fluides minéralisateurs dans les inclusions. Il initia ensuite des rencontres européennes qui devinrent ECROFI, E-C-R-O-F-I, European Current Research on Fluid Inclusions, les recherches européennes actuelles sur les inclusions fluides. Et moi, j'aime bien parler de l'école européenne des inclusions qui se développa avec certains traits originaux par rapport aux écoles américaines et soviétiques. Sous la rubrique Sciences et société, on salue de nos jours ce qui autrefois était décrié ou un petit peu ridiculisé comme vulgarisation, c'est-à-dire l'utilisation que la science puisse être communiquée à des personnes qui ne font pas partie de l'élite scientifique. Ainsi, l'utilisation du cinéma, la coopération avec des joailliers ou simplement une présence dans la presse, mais dans la presse de masse, sont un moyen pour sortir la science de sa tour d'ivoire. Maintenant, je vais essayer de vous passer la diapo à la première diapo. Voilà. Voilà, donc je suis... bon, alors voilà, non, la première diapo, elle est là. Et donc, au Congrès géologique international de 1952, un film sur les inclusions fluides fut projeté. Ce film, on l'a vu il y a un an lors du congrès de l'ECROFI. C'était la première fois dans l'histoire, probablement, que des mouvements à l'intérieur des pierres étaient montrés à un large public. Il a eu l'audace de projeter le film
mais a dû faire face à de puissants adversaires parmi les participants au Congrès. Il disait toujours, et je pense que c'est dû à son maître Louis Barabé, que la science réalise l'accord des esprits. C'était son espoir. Et en 51 déjà, il a dû faire face à des opposants, la théorie de l'État solide dont Jacques parlera tout à l'heure, et il devait rester très prudent parce qu'il a probablement retiré quelques phrases audacieuses de sa communication, car lors de la discussion qui a suivi, un partisan de la théorie de l'État solide qui avait préparé une attaque a exprimé sa frustration. Et ici, il y a les actes du congrès de 1952 où un certain M. Perrin se plaint que dans le résumé, M. Deschamps a fait prévaloir l'intention de tirer argument de la présence des inclusions fluides contre la théorie généralisée des réactions à l'état solide. Et ce M. Perrin se préparait à répondre, mais il ne m'est point possible de le faire, puisque au cours de l'exposé que je viens d'entendre, M. Deschamps n'a pas fait la moindre allusion à ce sujet. Donc, comme j'ai dit, il devait rester prudent et plus tard, il a pu soutenir sa thèse. C'était un tout jeune chercheur qui ne devait pas risquer sa carrière. Et en 1954, il a fait une thèse sur les inclusions. Et là, on voit la photo de la soutenance de thèse, une photo historique, où Georges Deschamps dessine une inclusion au tableau lors de sa soutenance de thèse. Et donc, ça donna un peu des lettres de noblesse aux inclusions. Et il fit paraître un livre dont Jacques Thorey parlera plus tard. Face aux différentes théories, il continua à argumenter avec des arguments scientifiques, avec l'idée que la science réalise l'accord des esprits. Et il est petit à petit devenu clair que les inclusions sont beaucoup plus fréquentes qu'on ne le pensait auparavant et qu'elles ne doivent plus être considérées comme un artefact. Par contre, la destruction des inclusions, il pensait que c'était la méthode des plaques minces. Deux méthodes principales qui existaient à l'époque, c'était l'examen en plaques minces et l'analyse chimique. Et la confection des plaques minces comporte des manipulations qui conduisent à la destruction parfois totale des inclusions fluides, écrivait-il déjà en 1951. Il a mis au point la surplatine à écrasement qui permettait justement de faire des observations autrement que dans des plaques minces et ce qui permettait aussi de faire des expériences sur le terrain. Alors, à l'époque, c'était la grande mode des expéditions en 2 chevaux, donc on pouvait mettre son microscope de terrain sur le capot de la 2 chevaux, placer la surplatine à écrasement dessus, aller chercher quelques grains de roche et regarder s'il y a des inclusions. Et dès qu'on avait retrouvé des inclusions, on était assez fiers. Et ça, je pense que ces étudiants ont eu la joie de pouvoir découvrir des propres inclusions. Alors voilà, maintenant, je vais me concentrer sur les collaborations internationales. Toujours avec la même philosophie, il a même réussi à surmonter les frontières. Comme il était né à Moscou et donc d'origine russe, mais n'a jamais été citoyen soviétique et ne pouvait pas être suspecté de communisme, il a pu avoir des contacts des deux côtés du rideau de fer.
car à la même époque, sur d'autres continents, des recherches sur les inclusions étaient menées indépendamment les unes des autres. Et donc, c'est Georges Deschamps qui, au congrès de Copenhague en 1960, a, pour la première fois, fait rencontrer les spécialistes malgré les barrières idéologiques et linguistiques. Et ça, c'est la citation d'un article récent en ukrainien qui, donc, les spécialistes ukrainiens, ils citent en 1960 à Copenhague, ont eu la rencontre de 3 savants mondialement éminents, Yermakov, Röder et Deschamps. Donc, comme j'ai dit, en URSS, le spécialiste était Nikolai Yermakov et son équipe, qu'on voit ici à gauche sur cette photo, qui était, je crois, une photo qui a été prise à Copenhague. Et aux USA, c'était Edwin Röder, qu'on voit à droite sur cette photo. Des fluides minéralisateurs dans les inclusions, COFFEE, comme j'ai dit, Commission on All Forming Fluids and Inclusions, et il fallait encore une autre décennie jusqu'à ce qu'ils réussissent la percée. Depuis 1970, la signification des inclusions fluides est acceptée par l'ensemble de la communauté scientifique et la nouvelle génération a vite repris le flambeau. Par la suite, mon père a laissé des collègues plus jeunes développer le thème, mais à mon humble avis, son rôle de pionnier a été de ce fait sous-estimé dans la littérature. À l'ouest comme à l'est, la mémoire des 2 autres initiateurs de cette voie de recherche est en effet beaucoup plus présente que chez nous. Et c'est pour ça qu'il y a déjà au congrès de l'ECROFI de 2017, j'ai lancé un appel à l'édition d'un livre sur Georges Deschamps et son école européenne des inclusions. Et maintenant, permettez-moi d'apporter quelques souvenirs plus personnels. J'ai eu le privilège de travailler quelques années au Centre d'études des inclusions, et ainsi qui avait été créé par Georges Deschamps, et ainsi de collaborer avec mon père sur le plan scientifique. En 1975, jeune étudiant, j'ai assisté à la table ronde sur les inclusions à Paris et j'ai été le témoin du succès des équipes qui depuis se sont spécialisées. Alors ça, c'est une photo qui est à la fois une photo de famille, mais aussi une photo historique sur le plan scientifique, puisqu'on voit Georges Deschamps, on voit ma personne un petit peu plus jeune que maintenant avec une barbe un petit peu plus sombre, on voit 3 professeurs, Bassett, Stalder et Boulanger, qui discutent au 22e étage de la tour qui s'appelle maintenant Tour Zamansky à l'université Paris-Jussieu, enfin à l'université Paris-Sorbonne qui s'appelle. Et ça, c'était en 2017 à Nancy. J'ai remarqué, je ne me rendais pas compte que mes propres souvenirs pouvaient intéresser des participants au congrès de l'ECROFI. Donc ça, c'était le sigle de cette rencontre. Et j'ai été très honoré d'être invité à prendre la parole immédiatement après Bernard Potty, qu'on voit ici à droite. Lors de la cérémonie d'ouverture, donc il est le vétéran actuellement, je crois,
des inclusionnistes et qu'il raconta comment, à côté des écoles d'inclusionnistes soviétiques et américaines, un champ d'études original put émerger en Europe. Lors des derniers congrès, nous avons eu l'occasion d'apporter de nouveaux témoignages et là, c'est avec l'aide de mon frère, qui est historien de formation, nous avons présenté 2 documents des archives familiales de notre père et nous avons surtout découvert, ou en tout cas mis en avant, un aspect original de l'École européenne des inclusions fluides. C'était 2 documents, c'était le fameux film et une publication biographique, et surtout la remarque, c'est que, à notre avis, l'École européenne des inclusions fluides est la première à avoir reconnu l'importance de la vulgarisation scientifique, bien plus tôt que les collègues américains ou soviétiques. Comme exemple, je voudrais donner le fait qu'il y a eu des joailliers qui s'occupaient de bijoux et de pierres précieuses qui, comme Gublin et Bettettini, ont étudié des inclusions fluides dans les pierres précieuses. Et alors, ça a un énorme avantage, c'est de fasciner même le grand public. Des inclusions dans des quartz ou d'autres minéraux, c'est évidemment fascinant, mais s'il s'agit de pierres précieuses, alors même des gens sans culture scientifique sont prêts à écouter ou à voir un film ou à écouter ce qu'on raconte, et ça peut être un premier contact avec la recherche. Les films, les cinémas offrent, et maintenant la vidéo, offrent à un large public d'amateurs, c'est-à-dire de non-spécialistes, la possibilité de voir du mouvement au sein du règne minéral, qui est une chose extrêmement étonnante pour la plupart des gens et qui était d'ailleurs étonnante dans les années 50, même pour les scientifiques, que le règne minéral, les roches dedans, il ne peut pas y avoir de gaz ou de liquide. Et donc, c'est comme ça que nous voudrions justifier que l'École européenne des inclusionnistes fut la première à s'adresser aussi au grand public dès l'origine. Et de nos jours, on n'a pas honte de parler de vulgarisateur. Et il n'y a pas que Georges Deschat qui était le vulgarisateur, c'est toute l'équipe. Georges Deschat avait une certaine réticence à utiliser le mot vulgarisation. Je me souviens, il disait, oui, ça, il faut faire attention de ne pas utiliser ce mot parce que ça fait peu scientifique. Et donc, voilà, ça c'est Édouard-Joseph Gublin, qui est un célèbre, à la fois un scientifique, mais également participe à la création de la joaillerie, de la bijouterie. Gublin est une grande firme suisse. Il est auteur de nombreux films sur les inclusions dans les pierres précieuses et il avait été cité dès les premières publications et participant en personne à la première rencontre ECROFI qui avait lieu, je crois, à Berne, en Suisse. Et c'est pour ça d'ailleurs que je ne parle pas de l'école française des inclusions, mais surtout de l'école européenne. Un autre joaillier, c'est Étienne Bettettini, qui était un joaillier de la Côte d'Azur, et il rejoignit le Centre d'études des inclusions parce qu'il a été encouragé par mon père qui lui a dit que ce n'est pas parce qu'il vend des bijoux et des diamants qu'il ne peut pas voir les choses de façon scientifique. Et lors d'un congrès scientifique à Berlin en 1974, j'ai moi fait la connaissance d'Étienne Bettettini et de sa fille. Et je me souviens très bien qu'après, alors Étienne Bettettini ne parlait pas anglais. C'est pour ça qu'ici on voit au micro Étienne Bettettini, mais il y a sa fille qui lit
sa communication parce qu'elle avait appris l'anglais. Il était encore de la génération où on n'était pas obligé d'apprendre l'anglais. Et moi-même, juste après, j'ai également été au micro, également pour lire la communication qui m'avait été envoyée par avion et qui m'a été envoyée par rien de moins que Edwin Roeder, qui n'avait pas pu venir à Berlin. Et donc, moi, j'ai eu l'immense honneur de le lire. J'ai fait très attention à ma présentation anglaise à la façon américaine. Et ma conclusion pour ma partie de cette communication, c'est que les scientifiques d'aujourd'hui ne devraient jamais oublier de s'adresser aussi au grand public. Et je vous parle depuis Vaduz en ma qualité de président du Forum scientifique de la Petite Académie des sciences du Liechtenstein, et ma modeste contribution à la vulgarisation a été d'alerter en 2017 les journalistes des quotidiens d'ici, et ils ont fait des choses tout à fait dans le sens de la vulgarisation, avec des titres accrocheurs en écrivant « Emprisonné pendant des millions d'années, seit Millionen Jahren eingesperrt » ou alors « Einschlüsse in Gesteinen auf der Spur », comme un avis de recherche des inclusions dans les pierres, point d'exclamation. Et l'article, il commence par « Science à Nancy ». Et il explique en une dizaine de lignes qu'est-ce que c'est que les inclusions et que c'est quelque chose d'important. Et en France, j'ai également alerté, alors là j'ai alerté la presse locale de Saint-Germain-en-Laye, et le journal local a expliqué évidemment les inclusions en quelques mots, et il a aussi raconté que Georges Deschamps a passé la plus grande partie de sa vie à Saint-Germain et qu'il a fait toutes ses études secondaires là, et donc il rappelle l'enracinement dans la ville. Alors voici, maintenant je voudrais, comme prévu, passer la parole à Jacques Touret pour les explications concernant la partie plus scientifique. Voilà, voilà, merci Cyril et bonjour. Pendant qu'on fait le changement de diapositive, je voudrais simplement, pour enchaîner et pour bien montrer la prééminence de l'école européenne, dire que l'ECROFI, dont nous sommes relativement fiers, qui a été la première session, si je me souviens bien, était organisée par Stalder en Berne en 1970. Eh bien, quelques années après, il y a une autre association avec le même acronyme, Panacrofi, pour les inclusions en Amérique, et finalement Acrofi ou Asiacrofi pour les inclusions à Asie. Ce qui montre bien que la science européenne, pour une fois, a vraiment une certaine prééminence. Voilà, alors moi, comment je fais pour monter les photos, pour passer les photos? C'est ici. Suivante. D'accord. Voilà la première, tu mets la première. Passe la suivante. Je peux faire la suivante par ici. Ouais. Voilà. Bon, effectivement, je vais vous passer en quelques diapositives la suite
de travail de Georges Deschat. Alors, il a effectivement été recruté par Louis Barabé à ce qui était alors le laboratoire de géologie appliquée de l'université, enfin de l'école normale. Et c'est là où il a passé pratiquement toute sa carrière. Alors, je dirais simplement que le dernier scientifique recruté par Louis Barabé a été Claude Allègre, ce qui veut dire qu'il avait quand même un certain sens des personnalités géochimiques. Et c'est vrai que la maîtrise de la langue russe par Georges Deschat lui a permis d'accéder aux travaux de l'école soviétique qui était vraiment en pointe. Alors non seulement Nikolai Ermakov, comme il a dit à Moscou, mais il y avait aussi 2 autres centres. Il y en avait un à Novosibirsk avec Yuri Alexandrovitch Dolgov et un autre à ce qui était à l'époque Lvov, maintenant Lviv, avec Kaliujny. Et c'est vraiment ces personnes qui ont mis au point les techniques d'étude des inclusions. Alors, j'ai isolé ici l'essentiel des travaux scientifiques de Georges Deschat, qui, pour la plus grande partie, a publié dans le bulletin de la Société de minéralogie et cristallographie, maintenant l'European Journal of Mineralogy, et ce sont en général des notes relativement courtes, mais qui touchent essentiellement sur les techniques avec quand même un certain nombre de découvertes qui ont marqué, et je dirais, je reviendrai là-dessus, sa fameuse platine à écrasement, qui était la première façon de mettre en évidence des fluides dans les roches. Alors, Georges Deschat a su avoir un premier groupe, une première génération d'élèves de grande qualité qui tous ont fait des très grandes carrières ensuite dans leur spécialité. Alors, il y a eu d'abord mon homonyme Jean-Claude Touret à Orléans qui travaillait sur les inclusions carboniques à CO2 dans les enclaves mantéliques. Et il se trouve que moi-même, je faisais ma thèse sur les granulites et que j'ai été amené au moment pratiquement où Jean-Claude Touret défendait sa thèse à découvrir aussi de ces mêmes inclusions dans les granulites. Alors, c'est assez amusant parce que nous avons continué pendant un certain nombre d'années et pendant très longtemps, nous avons eu des demandes de tirer à part croisé, Touret ET chez Touret AY, Touret AY chez Touret ET, et même quelquefois les deux par le même. Alors bon, Jean-Claude Touret a un peu abandonné cette voie de la pétrographie profonde pour faire surtout de la métallogénie. Il est malheureusement décédé actuellement, et moi j'ai continué sur ces inclusions à CO2. Ensuite, il y a eu Christiane Saboureau-Rosset, qui a travaillé sur des inclusions fluides dans les fluorites et dans les carbonates, avec des recherches, avec de très belles photos d'ailleurs, avec des recherches qui ont été poursuivies par Nicole Guillaumou, qui est malheureusement aussi décédée récemment, et avec la découverte surtout de fluides contenant de l'azote. Et finalement, le troisième, c'était Roberto Clocchiati, qui lui s'est spécialisé sur les inclusions vitreuses dans les roches volcaniques et qui a initié une voie de recherche extrêmement fructueuse qui se poursuit actuellement et qui a fait de la France un pays leader dans ce domaine. Alors, bon, je reviens effectivement sur les problèmes que les gens des fluides ont trouvés au moment des grandes des réactions à l'état solide. Et bon, Cyril a parlé des réactions de Perrin-Roubaud après le colloque d'Alger, qui était le chant du cygne, en quelque sorte, des solidistes. Et moi, j'ai retrouvé cette note de Perrin-Roubaud de 2 années plus tard, de l'origine des bulles à libelle mobile. Vous savez, ce sont ces bulles avec ces inclusions avec des petites bulles qui bougent, qui naturellement étaient une sorte d'épine pour les solidistes. Et là, donc, voici le commentaire qui a été fait par Perrin-Roubaud. Ce texte était presque entièrement rédigé lorsque nous est parvenu le bulletin de la Société de minéralogie de juillet-septembre 50,
contenant une note de M. Deisha décrivant une méthode destinée à constater la présence de gaz sous pression dans les minéraux. C'était la découverte de sa fameuse platine sur platine à écrasement. Alors, bon, ils ont répondu et je prendrai simplement le dernier paragraphe où je dirais que mon respecté maître Marcel Roubaud a pour une fois perdu, enfin pas parce qu'il y en a eu d'autres, mais a pour une fois perdu une belle occasion de se taire, puisqu'il dit « Nous n'irons pas, quant à nous, jusqu'à nous inspirer suffisamment des conseils de M. Deisha pour dire à l'étudiant d'observer des bulles d'air dans la glace ou des soufflures dans les moulages métalliques pour se convaincre que les gaz sont des facteurs essentiels de la genèse de la glace ou des métaux. » Or, quand on sait que maintenant, avec les sondages Vostok, les sondages en Antarctique ou au Groenland, ce sont les inclusions dans les glaces qui sont le meilleur moyen d'étudier les variations climatiques, je crois que c'était une remarque qui n'était pas très bienvenue. Voilà. Alors, c'est vrai que nous avons tous, enfin, tous les inclusionnistes de l'époque ont eu affaire à cette opposition générale des pétrographes, je dirais. Moi, je parlerai simplement, pour mon cas personnel, de la pétrographie profonde, qui disait que oui, mais tout ça, c'est des artefacts, ça n'a aucune signification. Alors, leur première génération, c'est-à-dire donc déjà, mais même Edwin Röder a vraiment relativement souffert de cette opposition. Nous, en quelque sorte, nous étions les petits-fils, vous voyez, nous étions la génération suivante, et je dirais que mon respecté maître Marcel Roubaud, qui lui était vraiment l'apôtre du solidiste, quand il a vu trois de ses étudiants favoris, on peut le dire, entre 1957 et 1959, successivement partir tous les trois, quitter son école qui faisait des ingénieurs dans le pétrole à l'époque, quitter son école pour faire de la recherche sur les fluides, eh bien, je dirais qu'il nous a vraiment laissé faire, quoi. Il nous a regardé. Il était infiniment plus, comme toujours, les grands-parents sont toujours plus faciles pour leurs petits-enfants que les parents. Mais on a eu aussi, enfin moi je dirais que moi-même, j'ai eu aussi pendant pas mal d'années une des oppositions, alors qui n'étaient pas du tout du même genre, c'était surtout dans les congrès où on allait présenter nos résultats sur les fluides profonds, où on nous écoutait poliment, hein, même quelquefois en nous applaudissant, et puis après, les communications continuaient sans faire la moindre référence à ce que nous apportions. Alors ça durait, ça, pendant quelques temps, jusqu'à ce que brutalement, sans que j'ai vu d'ailleurs la différence, ce soit le CO2 profond, soit finalement considéré comme résultat classique et finalement admis par tous. Oui. Voilà, alors je vous montrais aussi, c'était donc, Cyril a montré la surplatine à écrasement conçue par Georges Deisha, qui était au fond un appareil extrêmement simple, hein. On prend un grain de roche, on l'écrase, on le met dans une bulle d'huile, on écrase entre deux lames de verre et sous le microscope, on regarde le dégagement des bulles. Et c'est un appareil extrêmement sensible et moi je montre simplement les résultats que j'ai obtenus dans le sud de la Norvège, vous voyez. Voilà, ici, moi j'ai travaillé dans la partie méridionale du sud de la Norvège, où il y a un fragment du manteau de la croûte profonde qui est remonté jusqu'en surface. Et vous avez une région tout à fait intéressante où on a une zéonéographie métamorphique avec ce qu'on appelle les faciès amphibolites ici. Donc, comment je reviens en arrière? Oui. Où on a donc ces roches profondes qui affleurent en surface. Alors, vous voyez le profil là avec les cercles, eh bien, c'est un profil que j'ai fait d'ailleurs, comme l'a montré Cyril Deisha, en 2 chevaux et en écrasant les grains de quartz sur le capot de la 2 chevaux. Le secteur noir est l'abondance du CO2 et on voit très clairement l'augmentation progressive vers du CO2
en passant du faciès amphibolite au faciès granulite. Ça a été la première mise en évidence globale, en quelque sorte, à l'échelle régionale, de l'importance du CO2 dans les granulites. Alors, on a fait, bien sûr, des appareils qui sont beaucoup plus faciles d'emploi que la platine Nachet, et on peut dire que l'extraction par Stegwright crushing, maintenant, qui se fait de façon c'est resté une... C'est resté une... Voilà. Non, ça c'est la dernière. Ça, c'est celle d'avant. C'est celle après, c'est la suivante. Non, c'est pas la dernière, ça. Il y en manque. Ah, non, bah, c'est peut-être. Voilà. Non, c'est tout. Bon, d'accord. Alors. Voilà. Bon, alors, je verrai une certaine conclusion, là, après un début prometteur, parce que les inclusions avaient été découvertes par Sorby dès le milieu du 19e siècle, hein, en pratique, dès l'utilisation du microscope polarisant pour l'étude des roches. Alors, on peut dire qu'elles ont été décrites par les grands pétrographes du 19e siècle, depuis Rosenbusch en Allemagne, enfin partout. Mais ensuite, elles étaient complètement tombées dans l'oubli. Et Georges Deisha a vraiment été l'un des premiers pour les remettre dans le cadre des études géologiques. Alors, je dirais, avec les quelques Russes, c'était donc, je les ai cités, et je dirais que nous, le trio nancéen, qui était, nous les trois, c'est-à-dire Bernard Potty, Alain Weisbrod et moi-même, eh bien, nous avons aussi énormément profité de ces écoles. Alain Weisbrod est allé aux États-Unis, surtout chez Schroeder et au Carnegie à Washington. Bernard Potty est allé chez Yermakov. Moi, je suis allé avec Roberto Clocchiati chez Dolgoff. Et ce sont vraiment ces écoles qui nous ont permis de mettre au point nos techniques d'analyse sur les inclusions. Alors, cette première génération avait beaucoup de mal à faire accepter ses travaux par une communauté scientifique dominée par les idées solidistes, mais ils ont offert la voie aux générations suivantes. Et aujourd'hui, les études des inclusions, aussi bien fluides que vitreuses, sont un aspect majeur de la pétrographie et de la géochimie. Mais le problème, c'est que ça reste une affaire de spécialistes qui a peine à faire sa place dans, je dirais, l'enseignement de base des universités. Vous voyez, il y a très peu d'universités qui donnent des cours de base sur les inclusions fluides dans le cadre, je dirais, des études de master. Et je peux le dire que depuis que nous sommes en retraite, moi et quelques-uns de mes élèves, nous passons notre temps à faire des cours, des special courses. Et moi, j'en ai fait en Chine, j'en ai fait aux Indes, et on a fait. Et ça reste, c'est-à-dire que les inclusions restent très souvent une affaire de spécialistes qui sont surtout confinés à des tâches analytiques. Et le nombre de spécialistes ayant une vision globale tend à diminuer, ce qui pose des problèmes pour l'avenir de la discipline. Vous voyez, ça devient tellement complexe maintenant qu'il est absolument impossible de maîtriser toutes ces techniques. Et je dois dire que c'est vraiment, à mon avis, un problème pour les années qui viennent. Voilà, merci. Tous les deux intervenants, bien sûr, qu'on applaudit en même temps. Vous avez peut-être des questions à poser à M. Deschat, d'une part, et à Jacques Touré, d'autre part. Je trouve d'ailleurs, pour ceux qui ont connu M. Deschat, père, un air de ressemblance étonnant. Vu l'âge maintenant de son fils, il se ressemble vraiment beaucoup. Oui. Ah non, c'était vraiment une personnalité haute en couleur. Hein, voilà. Mais on retrouve le même visage.
Oui, c'est ce que j'ai dit, que j'ai rappelé en exergue. Merci en tout cas. Gaston Godin. Il y a un développement assez récent qui a beaucoup d'impact en pétrologie, c'est l'étude des nanogranitoïdes, ils ont appelé ça comme ça, qui sont donc des inclusions, d'anciennes inclusions vitreuses qu'on cristallisées, et généralement dans du grenat, ce sont des inclusions qui ont des formes en négatif du grenat, et ça a eu un succès énorme, et c'est une découverte, en fait, c'est certainement ancienne, mais ça a été popularisé en pétrologie assez récemment. Oui, oui, non seulement, oui, alors là, non seulement je connais très très bien, mais là encore, parce que quand Sorby a décrit ces inclusions, il a aussi bien décrit ces inclusions fluides que ces inclusions magmatiques, et surtout ces inclusions recristallisées. Et c'était quelque chose, alors c'est vrai que Bernardo César a un grand sens de la publicité, tu vois, et il a su en faire, et ils font d'ailleurs des travaux qui sont tout à fait remarquables, mais c'est quelque chose qui non seulement était connu bien avant lui, hein, mais je dirais que quand je suis allé à Novosibirsk, j'ai rencontré là le spécialiste de leurs inclusions vitreuses qui s'appelait d'ailleurs, qui était ukrainien, qui s'appelait Igor Bakumenko, qui est reparti après à ce qui s'appelait alors Lvov et qui est maintenant devenu Lviv, hein, et qui avait écrit un livre sur ces inclusions recristallisées. Donc, elles étaient vraiment très bien connues par les spécialistes soviétiques. Alors, c'est vrai que Bernardo César, lui, a trouvé ce nom qui a eu un impact, qu'il a une équipe qui est extrêmement dynamique et qui a fait, mais c'est effectivement quelque chose que l'on connaît, je ne veux pas dire que l'on connaissait bien, mais que l'on connaissait quand même relativement bien, quoi. Avec quand même, justement, pour montrer ce que les soviétiques à l'époque avaient pu faire, c'est que la technique de base pour étudier ces inclusions, comme toujours, c'est de les réhomogénéiser, c'est-à-dire de les réchauffer, mais sous pression. Et c'est extrêmement difficile de réchauffer sous pression des inclusions profondes parce qu'il faut les chauffer sur des pressions de gaz qui atteignent 10 ou 15 kilobars et qui sont de véritables bombes. Et je sais que j'ai vu à Novosibirsk des essais de réchauffage de ces inclusions dans des véritables bunkers avec des installations tout à fait extraordinaires, mais qui ont été faites très, très peu. Hein. Et ça, c'était quelque chose qui était… Alors, c'est vrai quand même que l'étude de ces inclusions a été complètement modifiée par la découverte des microsondes électroniques et ioniques qui ont permis d'accéder à une échelle, dont c'est nano-échelle, et qui a permis de les étudier à ces échelles. Voilà. Merci. Il y a peut-être des questions à l'extérieur, non, François? Il n'y a rien? OK. Gaston? Mais allez-y. Va nous parler des… Oui, pardon. Oui. Bon, c'est aussi… Comme ancien élève de Jacques Tourret, j'ai pu profiter pendant les cours de pétrologie étaient abondamment fournis en études des fluides et des inclusions. Et puis, ayant aussi été étudiant au labo de géologie de l'école normale, j'ai pu côtoyer Christiane Saboureau, Nicole Guillaumou et ces personnes. Ce que je voulais communiquer à l'Assemblée et aux auditeurs, c'est que grâce à Jacques Tourret d'ailleurs, des descendants de Louis Barabé ont pris contact finalement pour confier un fonds d'archives qu'ils avaient hérité de leur grand-père en l'occurrence. Et donc ce fonds d'archives vient d'être entreposé à l'École normale supérieure, au CAFES, au Centre d'archives pour la philosophie, l'histoire et l'édition scientifique. Voilà, ça doit être ça le terme. Et est a priori donc disponible pour étude. Alors c'est du vrac,
Il y a des documents. Alors, bon, Barabé, oui, c'était géologie appliquée. Il y avait un côté structuraliste. Il a eu une époque Madagascar. Il a aussi contribué à l'étude tectonique dans les Corbières, la découverte de gisements de gaz, de pétrole dans le sud de la France, au pied des Pyrénées, lacs. C'était aussi un syndicaliste convaincu et engagé. Il y a à la fois des documents cartographiques, administratifs, personnels. C'est vraiment à explorer s'il y a des personnes que ça motive. Donc, il y a un fonds qui n'est pas classé, mais ça représente, je veux dire, quelques cartons peut-être. Moi, je voudrais juste ajouter un mot pour dire que, et pour montrer que le monde est vraiment petit, parce que c'est descendant la petite fille de Louis Barabé. En fait, elle a simplement épousé le fils d'un de mes collègues à Amsterdam, Jan Wijbrandsz. Et c'est Jan Wijbrandsz. Alors, ils étaient dans la maison qui était occupée par Louis Barabé, où il y avait toutes ces archives dans le grenier, là, dans des caisses. Et ils ont dû déménager. C'est à la suite de ça que Jan Wijbrandsz m'a contacté en me disant, écoute, là, il y a vraiment ces archives Louis Barabé, ce qui est quand même très bien de la part d'un Hollandais. Au lieu de les mettre chez un antiquaire ou de les vendre comme le livre d'occasion, où certainement il y a des documents, surtout des documents cartographiques, ça se vend toujours. Et c'est là où ils m'ont demandé de trouver un endroit où on pourrait les stocker. Et effectivement, Christian a d'abord, la première réaction de l'école normale était je ne sais pas. Hein, et pas de place, bien sûr. Place, bien sûr. Mais finalement, je trouve que c'est très bien que ce fonds soit sauvé parce que Louis Barabé, c'était quand même une personnalité qui mérite d'être connue. Hein, et un jour, il faudra qu'on fasse des communications sur lui, hein, puisque ça a été un de ces grands professeurs de l'après-guerre, comme Orcel, qui faisait partie de cette génération qui, par idéalisme, était plutôt orientée vers le communisme. Et ce qui donc n'a pas manqué de lui poser des problèmes au point de vue carrière, et qu'il n'a peut-être pas eu tout le retentissement qu'il aurait pas dû avoir, mais c'était vraiment quelqu'un d'extrêmement sincère, motivé, et qui méritait d'être remis à l'ordre du jour, hein, c'est sûr. Oui, le CAFES m'a demandé aussi de préciser que probablement les archives ne resteraient pas indéfiniment à l'école normale, parce que justement pour des raisons de place, et qu'il était envisagé des collaborations avec les archives nationales simplement, ou pour que d'une manière plus systématique, des archives de normaliens ou normaliennes aillent par exemple aux archives nationales plutôt que d'être conservées à l'école. Enfin, pour le moment, en tout cas, ça devrait être accessible au 29 rue d'Ulm, au CAFES. Voilà. Moi, j'aurais peut-être un jour le même problème parce que on a aussi des archives de mon père et on ne sait pas trop où les mettre quand il faudra déménager. Voilà, eh bien, je crois que si vous n'avez pas d'autres questions, nous arrivons au terme de notre séance. On vous remercie encore une fois, monsieur et Jean-Jacques Touré et monsieur Deschat, d'avoir bien voulu intervenir aujourd'hui dans cette communication très intéressante. Je vais clore cette séance et vous remercie et vous donner rendez-vous au printemps où nous aurons une autre session du Coffret Géo. Merci à tous et merci à ceux qui nous ont suivis par Internet.